Au cœur de l'Afrique, une région regorgeant de richesses naturelles et culturelles se distingue par son histoire complexe et captivante, le bassin du Congo. Cette vaste étendue, qui s'étire sur plusieurs pays, est une véritable réserve de biodiversité et un berceau de civilisations anciennes. Deux nations, la République du Congo, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, occupent ensemble près de 75% de cette région. Ces deux États, bien que séparés par le majestueux fleuve Congo, partagent un héritage culturel et historique qui transcende leurs frontières actuelles. Le bassin du Congo, le deuxième plus grand au monde après celui de l'Amazonie, est une source de vie pour des millions de personnes. Ce territoire abrite des peuples aux traditions riches, dont les similitudes se manifestent dans la musique, la danse, l'art et les croyances spirituelles. Ces populations, qui se désignent fièrement comme des Congolais, sont les héritiers d'une longue histoire marquée par des migrations, des échanges et des transformations. Cependant, leur trajectoire politique diffère. Kinshasa est dirigé par Félix Tshisekedi, tandis que Brazzaville est sous la gouvernance de Denis Sassou Nguesso. Pour comprendre l'histoire des deux Congos, il faut remonter à des milliers d'années, à une époque où les premiers habitants de la région vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Les Bayaka, aussi appelés Pygmées, sont considérés comme les premiers occupants de cette région. Ces chasseurs-cueilleurs, experts dans l'art de survivre dans la dense forêt équatoriale, ont développé une relation unique avec leur environnement. Ils utilisaient des plantes pour se soigner, des techniques de chasse ingénieuses et des rituels pour honorer la nature. Avec le temps, d'autres groupes vinrent s'installer dans la région. Il y a environ 5000 ans, des populations parlant des langues bantoues migrèrent depuis les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun. Ces Bantous, qui maîtrisaient l'agriculture, l'élevage et la métallurgie, apportèrent des innovations qui transformèrent la vie dans la région. Plus tard, des populations d'origine soudanaise, nilotique et éthiopienne vinrent compléter ce mélange culturel. Tandis que les Bayaka préféraient les zones forestières, ces nouveaux venus s'établirent dans les plaines et les savanes. Les interactions entre les différents groupes furent marquées par des échanges culturels et économiques. Les Bayaka, en tant que premiers habitants, jouaient souvent le rôle de guide pour les nouveaux arrivants. Ils leur enseignaient les secrets de la forêt, comme l'identification des plantes médicinales ou les techniques de chasse adaptées à l'environnement. Les Bantous, de leur côté, introduisirent des innovations telles que la culture du manioc et l'utilisation d'outils en fer. Ces échanges donnèrent naissance à des sociétés organisées, où la coopération était essentielle pour survivre. Les premiers royaumes et chefferies émergèrent, offrant des structures politiques et sociales plus complexes. Parmi ces royaumes, le Tékusio, fondé par les Teké, joua un rôle central dans le développement économique de la région. Ce royaume prospérait grâce à son commerce de l'ivoire, du cuivre et d'autres ressources précieuses. Le royaume du Congo, fondé au XIVe siècle, est sans doute l'un des plus célèbres de la région. S'étendant sur une vaste zone comprenant l'Angola actuel, la République démocratique du Congo et le Gabon, ce royaume était un modèle d'organisation politique et sociale. Divisé en 6 provinces, il était gouverné par un roi, élu par un conseil des nobles. Ce roi, considéré comme un intermédiaire entre les hommes et les esprits, jouait un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie et de la prospérité. Les rois Congo étaient responsables de garantir des récoltes abondantes, des chasses fructueuses et la fertilité des femmes. Leur pouvoir était renforcé par des cérémonies religieuses, où ils recevaient la bénédiction des ancêtres. Cette centralisation politique et spirituelle permit au royaume du Congo de prospérer pendant plusieurs siècles. En 1483, les Portugais arrivèrent sur les côtes de l'Afrique centrale. D'abord accueillis avec curiosité par les populations locales, ils établissaient des relations diplomatiques et commerciales. Le roi Nzingane Kuvu, intrigué par cette nouvelle culture, se convertit au christianisme en 1491, adoptant le nom de Jean Ier. Cependant, les intentions des Portugais allaient bientôt perturber l'équilibre fragile du royaume. Le commerce d'esclaves devint rapidement la principale activité des Européens dans la région. Des guerres furent déclenchées pour capturer des hommes, des femmes et des enfants, qui étaient ensuite vendus sur les marchés européens et américains. Cette période de violence et de déstabilisation marqua le début du déclin du royaume du Congo. La bataille d'Ambuila, en 1665, symbolise l'effondrement de ce royaume. Lors de cet affrontement, les forces portugaises capturèrent la princesse Aqualtune, une figure emblématique de la résistance. Vendue comme esclave au Brésil, elle devint une icône révolutionnaire, fondant une communauté de marrons et inspirant des générations de résistants. Malgré les tragédies, des figures comme Kimpa Vita émergèrent pour défendre l'identité et l'unité du royaume. Prophétesse et visionnaire,
Kimpavita tenta de réunifier le Congo à travers un mouvement spirituel. Elle prêchait un retour aux valeurs traditionnelles et dénonçait les influences étrangères. En 1706, elle fut capturée et brûlée vive, mais son message continua d'inspirer les générations suivantes. D'autres royaumes, comme celui des Cuba et des Baluba, enrichirent également l'histoire de la région. Le royaume des Cuba, situé entre la forêt équatoriale et les savanes, était célèbre pour son art raffiné et ses institutions politiques. Les Cuba excellaient dans la sculpture, le tissage et la production d'objets rituels, qui reflétaient leur vision du monde. Le royaume des Baluba, quant à lui, fut fondé par une femme visionnaire, Sabal Banda. Dotée de pouvoirs surnaturels, elle unifia les communautés locales et posa les bases d'un système politique stable. Son mariage avec un commerçant Songi permit de renforcer les échanges économiques et culturels dans la région. Avant l'année 1483, les populations congolaises vivaient dans un isolement relatif, sans jamais entrer en contact avec des étrangers venus d'autres continents. Elles avaient bâti des systèmes sociopolitiques sophistiqués, principalement basés sur un modèle matrilinéaire où le pouvoir se transmettait par le lignage féminin. Ces sociétés maîtrisaient des arts avancés comme la métallurgie et le tissage, produisant de magnifiques étoffes souvent réalisées en raffia. Un vaste réseau commercial facilitait les échanges entre les peuples, avec des transports assurés par voie terrestre ou fluviale. Les pratiques culturelles et artistiques étaient intimement liées aux croyances et aux rituels locaux. C'est en 1483 que l'explorateur portugais Diogo Cao atteignit l'embouchure du fleuve Congo. Les habitants de la province de Soyo, émerveillés par ces navires étrangers, s'exclamèrent avec étonnement « Amindéé, Amindélé », un terme signifiant des choses ressemblant à des baleines. Pour eux, une baleine symbolisait un être venu des profondeurs marines. Ce mot évolua avec le temps en Mindéé, utilisé aujourd'hui pour désigner les Européens. Diogo Cao envoya un message d'amitié au roi Nzanga Nkuwu, souverain du royaume du Congo, accompagné de riches présents. Le roi résidait à environ 250 km à l'intérieur des terres. Cependant, face au retard des émissaires portugais, Diogo Cao reprit la mer, emmenant quelques habitants de Soyo avec lui, après avoir promis de revenir. Ce n'est qu'en 1485, 2 ans plus tard, qu'il revint, établissant ainsi les premières relations diplomatiques entre le royaume du Congo et le Portugal. Le roi du Congo envoya une ambassade au roi du Portugal, accompagné de cadeaux somptueux tels que des objets en ivoire et des nattes en raffia finement tissées. En 1490, les premiers missionnaires catholiques s'installèrent à Mbanza Congo, la capitale du royaume. Le 3 mai 1491, Nzanga Nkuwu fut baptisé et prit le nom de Jean Ier. À sa mort en 1506, son fils Nzanga Mbamba, connu sous le nom d'Alphonse Ier, lui succéda. Ce dernier joua un rôle clé dans le renforcement des relations entre le Congo et le Portugal. Cependant, sous son règne, les Portugais s'impliquèrent activement dans la traite atlantique, profitant de la colonisation du continent américain qui battait son plein. En 1500, les Portugais posèrent le pied en Amérique, marquant le début d'une expansion massive. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb atteignit les Amériques, inaugurant une ère de colonisation au nom de l'Espagne. Peu après, le 22 avril 1500, Pedro Álvar Cabral arriva sur les côtes du Brésil. Les Européens commencèrent à exploiter les ressources locales et les populations autochtones. Face à une main-d'œuvre insuffisante, Bartolomé de Las Casas proposa en 1511 de remplacer les travailleurs indigènes par des Africains, arguant qu'ils s'adapteraient mieux au climat tropical des Amériques. En 1518, Charles Ier officialisa cette transition en proclamant l'Asiento de Negro, un contrat de monopole pour la fourniture d'esclaves africains aux colonies du Nouveau Monde. Au Congo, la traite négrière se généralisa rapidement, déchirant le tissu social du royaume. Traditionalistes et chrétiens furent capturés sans distinction et déportés en masse. Face à cette situation, Alphonse Ier écrivit en 1526 une lettre au roi du Portugal dénonçant ce commerce inhumain. Il y décrivait les ravages causés par les marchands portugais, qui enlevaient les habitants, y compris les nobles, pour les vendre comme esclaves. Malgré ces efforts, la traite négrière continua de s'étendre. En 1587, le royaume de Ndongo, jusque-là vassal du Congo, acquit son autonomie. Plusieurs rois locaux participèrent au commerce des esclaves, exploitant 3 routes principales pour acheminer les captifs vers la côte. La route septentrionale menait au port de Luanda, devenu un centre majeur de déportation vers le Brésil. Ces captifs, réduits au rang de marchandises, étaient appelés bois d'ébène par les négriers. Ce commerce permit à l'Europe d'accumuler d'immenses richesses, posant les bases de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Face à de nouvelles réalités économiques et morales,
les puissances européennes, menées par la Grande-Bretagne, abolirent progressivement l'esclavage. Cependant, à l'est de l'actuelle République démocratique du Congo, la traite arabo-swahili continuait. Zanzibar servait de plaque tournante, tandis que des figures comme Tipo Type menaient des razzias pour capturer des esclaves. Plus au sud, dans le Katanga, Msiri organisait des expéditions pour exploiter les mines de cuivre et vendre des captifs en échange d'armes. Entre 1874 et 1877, l'explorateur Henry Morton Stanley cartographia les lacs Victoria et Tanganyika, avant de suivre le cours du fleuve Congo. Guidé par Tipo Type, il atteignit Boma le 9 août 1877, marquant une nouvelle étape dans l'histoire coloniale de l'Afrique. La dernière proposition visant à reconnaître la souveraineté de l'État indépendant du Congo prétendait protéger Msiri des rébellions. Cependant, ce dernier refusa de céder sa maîtrise sur son royaume. Après l'échec des négociations, l'État indépendant du Congo envoya une mission militaire en 1891. Cette mission, dirigée par l'officier britannique William Stair, fut accompagnée de l'officier belge Botson, connu pour son audace. Arrivés au Katanga, ils tentèrent de nouveau de convaincre Msiri d'accepter les conditions imposées par Léopold II. Toujours méfiant, Msiri rejeta fermement ses propositions. Face à ce refus répété, l'expédition de Stair prit une décision radicale. Le 20 décembre 1891, Botson se rendit personnellement auprès de Msiri pour exiger sa soumission et lui faire signer un traité. Une fois encore, Msiri refusa. Ce désaccord aboutit à un affrontement. Msiri fut abattu par Botson, mais un membre de la famille royale tua également Botson en représailles. La mort de Msiri marqua la fin de l'indépendance du royaume Yéké. Les forces de Stair prirent le contrôle de la capitale, et le corps de Msiri fut exposé pour dissuader toute résistance parmi la population locale. Suite à ces événements, le Katanga fut intégré à l'État indépendant du Congo, consolidant l'emprise de Léopold II sur cette région stratégique et économiquement cruciale. Dès 1892, Léopold mit en place des mesures pour rentabiliser son État. Il déclara les bassins de la Lubangui, de la Mbomu, de l'Uélé, de la Mongala, de l'Itimbiri, ainsi que les régions de la Lopori, de la Maringue, de la Buzira et de la Tuapa comme des domaines privés. Ces initiatives visaient à renforcer sa domination sur le Maniema, au détriment des Arabo-Swahili. En 1892, cette région était sous l'autorité de Séfu, fils de Tipo Type. Les rivalités entre les agents de l'EIC et les chefs arabisés pour le contrôle des territoires et des ressources conduisirent à la campagne arabe. Les forces de l'État indépendant du Congo, commandées par Francis Dany, s'emparèrent de Nyango en mars 1893, puis de Kazongo en avril. Séfu fut tué au combat le 20 octobre 1893. Le 5 février 1885, la France signa une convention permettant à la Belgique de céder les territoires du Kiunari en échange de la rive gauche du fleuve Congo, moyennant une indemnité de 300 000 francs. Par la suite, la France entreprit la conquête du Haut-Congo et signa plusieurs traités. Le 21 septembre 1887, Albert Dolizy conclut un traité de protectorat avec les chefs de la région de Dinfondo. En 1891, Gaillard fonda le poste de Wesso, au confluent de la Roue et de la Sanga. La colonie du Congo français comprenait initialement le Gabon et une partie du royaume de Loango, dépendant de Libreville jusqu'en 1888. Le décret du 27 avril 1886 détacha la colonie du Congo des établissements du golfe de Guinée. Celui du 27 juin 1886 réunit le Gabon et le Congo sous l'autorité du commissaire général Brazza, installé à Libreville. En 1891, un décret officialisa l'appellation de Congo français pour l'ensemble des territoires français d'Afrique centrale. L'organisation administrative se précisa davantage avec le décret du 29 décembre 1903. Bien que Libreville fût la capitale du Congo français, la construction d'un poste colonial face à Léopoldville favorisa l'arrivée des Européens à Brazzaville. L'administration coloniale éleva Brazzaville au rang de chef-lieu, et le 1 juillet 1904, cette ville devint la capitale du Congo au détriment de Libreville. Le décret du 15 janvier 1910 remplaça l'appellation Congo français par Afrique équatoriale française. Le 4 novembre 1911, un accord signé à Berlin entre la France et l'Allemagne permit à cette dernière d'obtenir des territoires en Afrique équatoriale, en échange de la reconnaissance du protectorat français au Maroc. Ces nouveaux territoires, appelés Nouveau Cameroun, incluaient des portions du Congo, élargissant la colonie allemande vers le sud et l'est. Pendant la Première Guerre mondiale, la France reconquit ces territoires avec l'appui des Belges. Après une défaite à Mbirou, dans la Sanga, le 22 août 1914, les forces franco-belges consolidèrent leur contrôle sur la région.
L'histoire des deux Congos est une mosaïque de culture, de lutte et d'innovation. Ces nations, bien que séparées par des frontières modernes, partagent un héritage commun qui continue de les unir. Aujourd'hui, elles font face à des défis complexes, notamment en matière de développement économique, de préservation de l'environnement et de promotion de la paix. La République démocratique du Congo, avec ses vastes ressources naturelles, est souvent qualifiée de scandale géologique. Cependant, elle reste confrontée à des conflits internes et à des pressions internationales. La République du Congo, de son côté, mise sur le développement durable et la valorisation de ses richesses culturelles pour se démarquer. Au-delà des défis, les deux Congos possèdent une richesse culturelle inestimable. La musique, par exemple, est un élément central de leur identité. Des genres comme la rumba congolaise, le soukou et le ndombolo ont conquis le monde, faisant rayonner la culture congolaise bien au-delà de ses frontières. Les traditions orales, les danses et les arts visuels jouent également un rôle crucial dans la transmission des valeurs et des savoirs. Ces expressions culturelles, profondément enracinées dans l'histoire, témoignent de la résilience et de la créativité des peuples congolais. L'histoire des deux Congos est un témoignage puissant de la capacité des peuples à s'adapter, à résister et à prospérer malgré les défis. De leurs origines anciennes à leur lutte contemporaine, ces nations incarnent l'esprit de résilience et d'innovation. En explorant leur passé, nous découvrons non seulement des récits fascinants, mais aussi des leçons précieuses sur la diversité, la solidarité et la persévérance. Ces histoires, transmises de génération en génération, nous rappellent l'importance de préserver et de célébrer notre patrimoine commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt dans une autre vidéo plus captivante.